Et je donne la parole à M. Koudane pour la présentation du deuxième orateur. Qui est donc M. Jean Coursier de Paris, qui va nous présenter une communication intitulée « L'échographie moléculaire du BRSS ». Non, du BR55, mon Dieu, vous voyez, vous allez nous apprendre des choses. Peut-elle mesurer l'expression vasculaire de VGRF-2 dans un modèle PDX de petit c RCC? Alors, déjà, voilà. Je rassure mon coprésident parce qu'il est moins branché que moi en cancérologie. Ah oui. C'est donc le problème de l'expression vasculaire du VEGF, caractéristique R2, dans un carcinome cellulaire du rein. Et on vous écoute. Merci. Carcinome à cellules claires. À cellules claires, voilà. Voilà, merci beaucoup. Et on ne peut pas être optimiste et connaître le carcinome cellulaire du rein. Ah non, absolument pas. Allez-y, monsieur. Bon. Je voulais remercier l'Académie de chirurgie de me donner l'opportunité aujourd'hui de présenter les résultats de mon Master 2 qui s'intitulait effectivement « L'échographie moléculaire au BR55 peut-elle mesurer l'expression vasculaire de VEGFR2 dans un modèle PDX de carcinome rénal à cellules claires ?» Projet que j'ai porté avec l'équipe d'urologie d'Henri Mondor et soutenu par le professeur Nathalie Lasso dans le laboratoire Biomaps à l'Institut Gustave Roussy. Tout d'abord, des rappels sur l'introduction. L'incidence du cancer du rein est en augmentation ces 30 dernières années. C'est probablement dû à la généralisation des examens d'imagerie abdominale de routine qui sont faits de plus en plus souvent. Dans la plupart des cas, dans 75% des cas, les tumeurs du rein sont des tumeurs localisées dont la caractérisation radiologique est difficile. Et c'est d'autant plus vrai qu'une tumeur va être de petite taille pour le cancer du rein, plus l'apport prédictif de l'analyse radiologique va être faible. Si on se met dans le cas particulier des petites tumeurs du rein qui sont définies par une taille inférieure à 4 cm, eh bien dans 25% des cas, in fine, l'histologie va être bénigne. Donc actuellement, on a recours à la biopsie, qui est un geste invasif, qui n'est pas dénué de complications et qui est parfois en plus non contributif, jusque dans 20% des cas. Donc on pense qu'il y a un bénéfice à pouvoir prédire la nature histologique de manière non invasive d'une petite tumeur du rein pour éviter un surtraitement. L'échographie moléculaire dont on parle ici, USMI, Ultrasound Molecular Imaging, c'est une échographie de contraste à la seule différence qu'elle va cibler un marqueur défini. Ici, le produit de contraste, ce sont des microbules qui sont injectées. Les microbules font 1,5 micromètre de diamètre. Elles sont constituées d'une membrane lipidique qui piège un corps gazeux, comme du Sonoview, à la différence qu'elles sont associées à des dimères protéiques qui possèdent une forte affinité pour le récepteur de type 2 du VEGF. Le VEGF R2, c'est une cible thérapeutique dans le carcinome rénal à cellules claires, et notamment la cible de l'axitinib, qui est un inhibiteur de tyrosine kinase. Donc on pense que son expression, ce marqueur, pourrait être un marqueur de forme histologique maligne dans les petites tumeurs du rein. Le principe de l'échographie moléculaire au BR55, eh bien d'abord, il y a une phase précoce qui suit l'injection du produit de contraste. Et donc, on va voir un rehaussement du signal dans la tumeur qui est délimité ici en rose, jusqu'à atteindre un pic d'intensité qui va s'en suivre une phase de décroissance qui va tendre vers un plateau. Et donc, on va pouvoir recommencer l'acquisition au bout de 10 minutes. Et on voit que, contrairement à l'échographie de contraste classique, eh bien, il y a toujours du contraste, toujours un signal de rehaussement au bout de 10 minutes. Et donc, pour pouvoir s'abstraire du bruit de fond et de certaines microbules recirculantes qui ne sont pas liées à leur cible, on va appliquer là ce qu'on vient de voir à droite de l'écran, un signal destructeur. Et donc, par soustraction, on va vraiment obtenir le signal spécifique de toutes ces microbules qui sont allées se lier à ce récepteur de type 2 du VEGF. L'objectif de notre étude, c'était de montrer une corrélation entre l'intensité du signal en échographie moléculaire au BR55 et puis la densité d'expression en immunohistochimie de ce marqueur VEGFR2. Autrement dit, plus simplement, est-ce que la mesure qu'on fait en échographie moléculaire au BR55, est-ce que c'est un reflet de l'expression tumorale de ce marqueur? Concernant les matériels et méthodes, eh bien, on réalisait des PDX, soit des Patients Derived Xenografts, en fait plus simplement des xénogreffes à partir de tissus de carcinome rénal à cellules claires humains à des souris, qui étaient réalisés sous anesthésie générale de l'animal par isoflurane, en position orthotopique, sous la capsule rénale du rein droit. Eh bien, il s'en suivait une période de croissance tumorale et on pouvait ensuite sélectionner les animaux qui avaient présenté une croissance tumorale suffisante,
soit ici plus de 100 mm3 de volume tumoral estimé à l'échographie. Et on pouvait alors les répartir dans un protocole de traitement dans 3 groupes différents, soit placebo, soit axitinib à 15 mg/kg 2 fois par jour, soit axitinib à 7,5 mg/kg 2 fois par jour. L'objectif de l'administration de traitement étant de moduler l'expression du récepteur de type 2 au VEGF afin d'avoir des mesures différentes en fonction des groupes. On réalisait des mesures en échographie moléculaire au BR55 à J0 avant introduction de la première dose de traitement, puis à J3, à J7 et enfin à J11, juste avant sacrifice des animaux. Le marquage en immunohistochimie était réalisé pour les marqueurs VEGFR2, mais également CD34, qui est un marqueur de l'endothélium vasculaire. On pouvait numériser les lames à l'aide d'un Olympus VS120. Toutes les lames étaient numérisées de la même manière, avec le même grossissement x20, et qui nous permettait une analyse informatisée des images avec le logiciel QPAT, qui est un logiciel open source, et nous permettait un contourage manuel de la tumeur, qu'on voit ici à droite avec un liseré vert, et qui nous permettait à l'intérieur de cette délimitation de déterminer un seuil de détection pour le marquage d'AB en immunohistochimie, et donc in fine de nous donner une quantification en termes de pixels par rapport à la surface tumorale totale. L'analyse statistique était réalisée par mes soins à l'aide du logiciel R, et en ce qui concerne le critère de jugement principal, on effectuait un test non paramétrique du Rho de Pearson. Concernant les résultats, nous avons pu greffer 30 souris à partir d'un deuxième passage, avec un très bon taux de prise de greffe, 97%, une chirurgie très bien tolérée sans complications chez les animaux, à partir d'un carcinome rénal humain différencié à 50% rhabdoïde. On incluait 23 sujets dans le protocole de traitement, donc 23 sujets qui avaient une pousse tumorale suffisante. Ils étaient inclus en bloc, de manière équilibrée, dans les 3 groupes de traitement. On a pu voir un effet de l'axitinib sur la tumeur dès la première mesure à J3, notamment sur le volume tumoral, et puis en fait sur tous les paramètres en échographie moléculaire. Concernant le critère de jugement principal, on observait une corrélation entre les microbules liées à leur cible et l'expression en immunohistochimie du VEGFR2, avec un Rho de Pearson à 0,43, un intervalle de confiance un petit peu large. Concernant la corrélation entre le pic d'intensité à l'échographie et l'expression du CD34, donc de l'endothélium vasculaire, on avait une excellente corrélation avec un Rho à 0,88. Et puis la corrélation, autre part, des microbules liées à leur cible au temps tardif et l'expression du CD34, donc de l'endothélium vasculaire, on voyait une bonne corrélation à 0,55. En conclusion, nous pensons avoir montré une corrélation limitée entre l'échographie moléculaire au BR55 et l'expression en immunohistochimie du marqueur VEGFR2, probablement sous-estimée, liée à un choix de dose de traitement peut-être trop fort, avec un effet qui a réprimé l'expression du VEGFR2 de manière trop forte, avec une activité de traitement sur un sous-type histologique particulier de carcinome rénal à cellules claires, un nombre de sujets limité, puis des facteurs techniques, notamment le marqueur en immunohistochimie du VEGFR2 que j'ai dû faire manuellement. Néanmoins, nous pensons qu'il y a une potentielle application pour pouvoir discriminer la nature tumorale en fonction de l'expression de VEGFR2 par cette technique d'échographie. Et nous sommes fiers actuellement de lancer une étude de phase 1 chez l'homme en collaboration entre le service d'urologie Henri Mondor et le service de radiologie de l'Institut Gustave Roussy. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, Jean, pour ce travail tout à fait extraordinaire. Dans le cadre d'un Master 2, on imagine le temps que vous avez dû y passer. La méthodologie est parfaite, les objectifs principaux et secondaires sont parfaitement définis et votre conclusion permet d'ouvrir effectivement un champ d'application dans le cadre d'un protocole de recherche clinique. Tout ça, ça rentre, une seule question, ça rentre dans le cadre d'un PHRC, enfin, vous avez ce qu'il faut pour poursuivre le travail? Alors, on n'a pas de PHRC, mais on a fait quelques appels à projets. Donc, on a déjà levé 25 000 €. On a des soutiens à Gustave Roussy qui vont nous soutenir. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Il y a une question, Richard Villet. Richard, excuse-moi.
que vous m'entendez? Hubert. Oui, Le bravo pour secrétaire général. ce travail très intéressant, une communication très claire. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que ce marqueur VEGFR, éventuellement 2 d'ailleurs, existe dans d'autres tumeurs bronchiques, digestives, et vous pensez que ce travail pourrait être applicable à d'autres tumeurs? Bien, tout à fait. Eh bien, d'ailleurs, on n'est pas les premiers, en fait. Il y a déjà eu une étude de phase 1 très précoce par un Américain, la UCLA, qui s'était intéressé à des tumeurs, des petites tumeurs, notamment du sein et de l'ovaire, et qui avait des résultats assez probants, des résultats préliminaires. Oui, on a le temps encore pour une question. Oui, une toute petite question, Jean. Alors, bravo, c'est très joli. Est-ce qu'on pourrait remplacer le modèle xénographe par un modèle en plus microfluidique, encore plus facile à manipuler? Qu'est-ce que vous entendez par modèle microclinique? C'est-à-dire d'avoir des tumeurs qui croissent dans une puce au lieu de les mettre en xénographe chez la souris. Ah, mais ça va poser le problème de la mesure échographique dans ce cas-là. Je ne pourrais pas vous répondre clairement. Oui, vous m'entendez? Oui. Pascal Richman qui pose une question en ligne. On vous écoute, Pascal. Oui, bonjour. Oui, je voulais simplement faire un commentaire ou poser une question à M. Coursier. Au niveau de son hypothèse de travail, il dit qu'avec son examen, son expérimentation est bien évidemment très intéressante, il va pouvoir discriminer entre tumeurs malignes et tumeurs bénignes, ou voire même entre différents types de tumeurs malignes, puisque je vous rappelle qu'il y a au moins 6 sous-types de cancer du rein. Mais il faut bien voir que, par exemple, l'utilisation de l'axitinib, c'est dans l'hypothèse d'un cancer du rein métastatique en général qu'on utilise ces médicaments-là. Donc, ce sont des tumeurs bien avancées. Et je pense qu'à ce moment-là, le diagnostic de malignité ne se pose pas. Je lui conseillerais plutôt, en toute humilité, de positionner son travail vers un test prédictif d'efficacité éventuellement des anti-VEGF en fonction de la réponse à son test. Alors, je voudrais savoir ce qu'il en pense. Bien, tout à fait. En fait, c'est la deuxième possibilité à laquelle on a pensé. C'est effectivement d'avoir cette capacité de prédire la réponse au traitement. C'est effectivement actuellement le traitement de première ligne en combinaison avec un inhibiteur du PD-1. C'est un autre axe de recherche, effectivement, de cette échographie moléculaire chez des patients métastatiques. On pourrait essayer de déterminer la réponse précoce à l'axitinib, en effet. Ici, dans notre étude, l'axitinib, c'est un artifice en fait pour moduler l'expression sur les tumeurs du récepteur. On a le téléphone de Pascal Richman, le cas échéant, mais on a la contrainte, et donc merci en tous les cas encore. Et puis je donne une information que vous avez dit au départ qui est très inquiétante, parce que vous êtes engagé concernant les examens d'imagerie et l'augmentation de l'incidence des carcinomes à cellules claires. C'est un débat qu'on aura peut-être ici parce que c'est une information qu'il faut peut-être donner quand même. Voilà. Merci beaucoup.